Bonjour, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci de votre présence. Donc, ça va être un webinaire qui va être consacré à la semaine de la QVCT. Donc, avant de commencer, on va encore attendre peut-être une petite minute ou deux, le temps que tout le monde se connecte. N'hésitez pas, en tout cas, en commentaire, à nous dire d'où vous venez, si vous avez du soleil. Donc, moi, en tout cas, moi, je suis basé à Puteaux. Donc, on va attendre encore, je pense, allez, 2 minutes et on commencera et on fera les présentations et puis après on pourra enchaîner avec le déroulé. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, on a Laetitia qui vient de Bordeaux avec les orages. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Nous à Paris, en tout cas, il fait beau pour l'instant. Pour l'instant. Alors, je pense on va commencer. On a pas mal de connectés. N'hésitez pas à répondre au sondage qu'on a mis en place hein, et de mettre des commentaires tout au long du webinaire. Donc, on va commencer par les présentations. Je vais me présenter. Donc, je suis Fidèle, business developer chez Positive View. Et j'ai le plaisir de co-animer cet espace d'échange avec nos deux expertes qui sont présentes sur le terrain avec nous, Julie Théodoro et Christine Maga, que je vais laisser se présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julie Théodoro, psychologue du travail et formatrice. Donc, très rapidement, dans ma pratique, en majorité, je mets en place des séances de psychothérapie individuelle à destination des particuliers et des professionnels de différentes entreprises. Et puis, j'anime des cours, des ateliers aussi sur la santé mentale. Et mon objectif principal, en règle générale, mon intention, c'est surtout de faciliter la pensée réflexive, c'est-à-dire la capacité à penser par soi-même. Donc, à travers le prisme de notre valeur intrinsèque, de nos valeurs, de ce qui fait sens pour nous, pour justement prendre notre place et assumer avec plus de facilité notre part de responsabilité, donc pour améliorer notre réalité, quoi. Donc voilà, brièvement. Bonjour à tous, je m'appelle Christine Maga, je suis également psychologue du travail, ancienne DRH Group, et aujourd'hui j'accompagne les entreprises à intégrer la question de la santé mentale dans leur démarche QVCT, RPS ou RSE. Donc un peu comme aujourd'hui, j'anime des conférences, ateliers, formations sur des thématiques spécifiques et j'interviens dans des situations dégradées en menant des cellules d'écoute dans le périmètre des entreprises et en menant des enquêtes externalisées pour des faits présumés de harcèlement. Ok, merci en tout cas pour ces présentations. Donc du coup, on va tout de suite passer aux enjeux de la semaine de la QVCT. Donc, à l'approche de la semaine de la QVCT qui se tient comme tous les ans au mois de juin, aujourd'hui vous êtes nombreux, RH, préventeurs, managers, à vous interroger sur la meilleure façon d'en faire un moment convivial et d'un moment qui va être proche de la réalité des terrains, de la réalité de vos équipes. Cette année, la thématique, c'est parler du travail, c'est productif, elle soulève une question centrale.
comment créer un véritable espace d'expression et de régulation collectif sans tomber dans des formats superficiels ou déconnectés du terrain. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer des repères clairs, des exemples issus du terrain, des solutions activables pour transformer cette semaine en levier dynamique, sympathique et en tout cas quelque chose de collectif. Le dialogue de travail est un levier aujourd'hui de management aussi structurant que les process ou les outils, surtout dans un contexte où les organisations font face à des tensions multiples, télétravail, injonctions contradictoires, surcharge managériale, perte de sens. Et du coup, pendant ce webinaire, on va poser les bons jalons, comment créer les conditions d'un vrai dialogue, quel format choisir, comment transformer la parole en action et comment mesurer l'impact, qui est aujourd'hui très important parce qu'il est important de mettre en place des actions, mais c'est important aussi de mesurer les effets sur le court, moyen ou long terme. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du chat lors de la session, de répondre au sondage et on y répondra au fur et à mesure. Il y aura un espace à un moment donné à la fin du webinaire où on pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Et bien sûr, vous pourrez télécharger le support complet enrichi de ressources clés pour vous accompagner dans votre démarche. Avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de rentrer dans les débats, je vous propose qu'on prenne un instant pour revenir avant sur le sens de la thématique de cette année. Pourquoi parler du travail aujourd'hui, c'est devenu un levier stratégique pour les entreprises. Chez Positive View, on part d'un constat partagé avec beaucoup de nos clients RH. La semaine de la QVCT, c'est trop souvent vécu comme une série d'actions ponctuelles, des actes de sensibilisation, des conférences bienveillantes, mais sans véritable continuité. L'important, c'est effectivement la semaine de la QVCT, mais c'est pouvoir avoir une continuité sur le long terme. Or, la thématique de 2025 ne peut pas se contenter d'un traitement symbolique. Parler du travail, ce n'est pas juste animer, c'est ouvrir un espace où les collaborateurs peuvent verbaliser la réalité du terrain, leurs irritants, leurs réussites, sans en faire un levier d'action. C'est-à-dire que les collaborateurs peuvent et auront le droit effectivement de parler en toute liberté sans crainte. Et c'est là où effectivement on va essayer en tout cas de vous emmener et de vous donner tous les éléments clés. On va parler du premier débat, donc créer un climat de dialogue productif. On le sait, on ne peut pas parler de travail sans véritable cadre, sans sécurité et surtout sans une intention partagée. Je vais vous donner un exemple. Je pense à une DRH qu'on accompagne depuis quelques mois. Elle avait mis en place des groupes de parole bien structurés sur le papier, mais dans les faits, elle s'est rendue compte que les salariés restaient en retrait, ils étaient peu bavards, presque un petit peu méfiants. Et en creusant, on a ressorti, en tout cas, elle a ressorti que cette crainte diffuse de si je parle, est-ce que ça ne devrait pas être perçu comme une plainte? Est-ce qu'il va y avoir des retours négatifs, comme une critique malvenue? Et c'est exactement là que se joue l'enjeu du climat de dialogue. Instaurer une autorisation sociale à parler du travail sans jugement, sans risque de récupération, sans besoin de bien dire. Donc la question que je vais poser pour le premier débat à nos expertes, et Julie commencera, comment on peut installer un climat propice dans un contexte parfois tendu où les collaborateurs hésitent par moments à parler franchement de ce qui se passe sur le terrain et sans peur entre guillemets, de représailles? Ouais. Avant de rentrer en effet dans le vif du sujet du comment créer un climat propice, j'ai déjà envie qu'on se pose la question, qu'on fasse un pas de côté et qu'on se demande pourquoi aujourd'hui on est obligé de remettre cette question sur la table. Car en effet, parler de notre travail, de ce qu'on fait, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui a du sens ou pas, devrait être une pratique banale et devrait faire partie de notre routine professionnelle. Mais en effet, je pense que le fait de devoir se poser cette question montre qu'il y a eu quelque part un dérèglement profond, ou en tout cas peut-être aussi une forme d'échec.
Et moi, mon hypothèse, en tout cas, par rapport aux accompagnements que je mène, c'est que depuis ces 10 dernières années, de nombreuses entreprises se sont préoccupées, se sont sensibilisées à la question de la souffrance au travail, des corrélations entre le bien-être des salariés et la performance, ce qui a eu des effets positifs, donc à savoir la QVCT, la prévention des risques psychosociaux, comment on active les ressources psychosociales, le développement de politiques RH plus soucieuses de l'humain, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, on a suffisamment de data, de données, de feedback du réel qui nous montrent qu'il y a eu aussi une grosse dérive. C'est qu'il y a aujourd'hui une surfocalisation sur l'individu, sur les collaborateurs, leur capacité à gérer leur équilibre entre vie personnelle et professionnelle, à gérer leur stress, leur charge mentale, etc., etc. Au lieu d'aborder les dysfonctionnements organisationnels comme quelque chose de systémique, de collectif, ou justement qui suggère une prise en charge partagée, où chacun devrait assumer sa part de responsabilité, on a une tendance aujourd'hui à psychologiser ces problèmes et à les relayer à la sphère du coup de l'individuel. Et donc aujourd'hui, je trouve ça vraiment génial finalement de se recentrer sur l'essentiel, à savoir le travail, la réalité du travail. Et donc comment aujourd'hui on recrée un climat de sécurité psychologique pour pouvoir questionner, critiquer et interroger notre travail. Parce que comme tu le disais, Fidèle, les personnes que j'accompagne manifestent une grande méfiance, une grande peur. C'est comme si finalement, critiquer quelque chose ou manifester un désaccord, ça veut dire montrer un échec personnel ou être en défaut d'agilité, de flexibilité ou d'adaptabilité. Et donc voilà, je pense qu'il est fondamental, en tout cas, oui, de retravailler sur la base qui est la sécurité psychologique pour parler sincèrement et de manière transparente. Ok, retravailler sur la base. Ok, merci Julie. Alors, pour rebondir sur la présentation de Julie, c'est vrai qu'on a beaucoup exploré quand on avait des problématiques de terrain. On a beaucoup exploré le déterminisme individuel et un peu moins le déterminisme systémique ou organisationnel. Donc, dans ce sens-là, la thématique proposée par l'ANACT, je rappelle que chaque mois, l'ANACT fait une proposition de thématique. Chaque année, l'ANACT fait une proposition de thématique. C'est juste une proposition, une recommandation. Et donc, cette année, en 2025, c'est effectivement parler du travail. Et en ce sens-là, c'est effectivement une thématique intéressante qui permet de se recentrer véritablement sur le travail, les conditions de travail, l'organisation du travail, de recentrer le débat et les actions que vous pourriez choisir pendant cette semaine de la qualité de vie au travail, qui soient précisément en rapport avec cette thématique-là. Alors, parler du travail, encore faut-il effectivement que toutes les conditions soient réunies pour qu'on puisse s'autoriser à parler. Et donc, Julie a mis en avant la notion de sécurité psychologique, qui est une notion absolument déterminante. Si j'ai peur de parler de comment je me sens, de comment je me sens pas très bien, ou de mes difficultés à clore un dossier dans les délais qui me sont impartis, si j'ai peur de dire que j'ai fait une bourde, une erreur, ou que je constate déjà que je suis en dehors des délais, que j'ai peur d'évoquer ceci, ou même de dire ils viennent de nous pondre, il y a un nouveau process, ou une nouvelle application, ou un nouvel outil, mais d'où ils sortent ça? Et que je n'ose pas en parler, c'est-à-dire que je n'ose pas challenger mon organisation parce que j'ai des peurs d'être jugée, d'être stigmatisée, d'être isolée, peur sur qu'est-ce que va donner mon prochain entretien annuel, peur sur la suite de ma carrière, alors il n'y aura pas dialogue. Donc, il est absolument important de pouvoir effectivement garantir cette notion de sécurité psychologique. Il y a quelques exemples là dans la slide, bien entendu, la pratique du feedback en fait partie. Et finalement, c'est quelque chose qui peut nous appartenir à tous en tant qu'individus, en donnant l'exemple, en osant le j'y arrive pas, en osant le j'y arrive pas. Voilà, il y a plein d'autres exemples pour nourrir cette notion-là, mais elle me semble assez centrale en l'occurrence.
Ok, merci, merci Christine, merci Julie. Donc, je ne suis pas psychologue, mais j'ai bien compris qu'il faut effectivement pouvoir créer un climat sécuritaire pour que le collaborateur puisse s'exprimer euh, librement. Je pense que c'est ce que tout le monde a retenu, c'est ce que j'ai retenu. Mais comment effectivement quel format choisir? Parce que peut-être que vous dites que c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire de l'individuel? Est-ce qu'on doit faire du collectif, en groupe beaucoup plus élargi? Est-ce qu'on doit le faire en entretien individuel ou pas? Et du coup, c'est justement notre prochain débat sur comment choisir les bons formats d'expression. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà réalisé des ateliers, des groupes de travail, des conférences, mais lesquels fonctionnent véritablement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà effectué des ateliers, des groupes d'expression ou autres, effectivement, espaces d'essence qui ont permis effectivement de pouvoir faire libérer un petit peu la parole de vos collaborateurs. Ce qu'on peut observer, c'est que le format n'est pas forcément le plus innovant. C'est pas celui qui est le plus pertinent culturellement pour vos équipes. Un atelier immersif peut fonctionner dans une startup, par exemple, là où un format anonymisé sera plus efficace dans un environnement plus formel. Pour vous donner un exemple, un client dans l'industrie, par exemple, a récemment testé un cercle de parole animé par un de nos psychologues avec un guide d'expression simple. Le résultat, c'est qu'ils ont eu beaucoup plus de retours sur 3 mois qu'avec un baromètre QVT. Donc, la question que je vais vous poser pour ce deuxième débat à nos experts, quel format vous paraissent aujourd'hui le plus adapté pour faire émerger une parole libre, utile et bien évidemment exploitable, parce que c'est l'important. Alors, je ne sais pas si je vais répondre précisément à ta question, Fidèle, tu m'en voudras pas. Non. Mais c'est vrai que la semaine de la qualité de vie au travail, chaque année, elle peut vite devenir un casse-tête pour un RH, en se disant, oh là là, quelle thématique, quel format, individuel, collectif, petit groupe, gros groupe, format descendant, format participatif. Finalement, il y a tellement de variables qui peuvent s'inviter dans le choix que, voilà, trop de choix tue le choix. Et ce qui peut aider à faire le choix, et en l'occurrence, je voudrais dire pas que du format, voilà, le choix de la thématique et aussi le choix du format, c'est le fait de recontextualiser aussi cette semaine de la QVCT qui finalement n'est qu'une semaine parmi 52 semaines. Et quand je dis contextualiser, c'est-à-dire prendre en considération l'histoire de mon entreprise et son actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois? Comment évoluent mes indicateurs RH? Est-ce que j'ai eu plusieurs alertes de partager du CSE? Voilà. De prendre en compte ce contexte-là va m'aider à poser une intention, améliorer tel indicateur RH, faire de la prévention pour éviter que les alertes de telle nature déposées auprès du CSE décroissent. Je vais poser une intention et indirectement, cela va faciliter mon choix de thématique et ensuite indirectement aussi de format. Je pense aussi que la semaine de la QVCT, ils ont rajouté une lettre, c'est encore plus long à dire. Ça. La semaine de la QVCT est aussi une occasion de tester et d'expérimenter. Alors, expérimenter quoi? On peut avoir envie d'expérimenter une thématique. On parlait de sécurité psychologique. Est-ce que j'ai envie justement de travailler la question de la sécurité psychologique et comment je peux le faire? Est-ce que je peux, par exemple, proposer la thématique sur le fait de voir désormais toute erreur comme une opportunité d'optimisation organisationnelle? Comment je peux aborder le truc? Est-ce que je fais un atelier philo? Donc, quelque part, c'est une réponse indirecte à quel format aussi. Je peux avoir envie de tester des outils. Est-ce que je peux avoir dans l'idée d'utiliser du co-développement sur le long terme, sur une thématique ou une autre? La semaine de la QVCT peut être une occasion de tester cet outil-là. C'est aussi un moment où on peut
expérimenter toujours dans une logique stratégique, politique, où je l'inscris dans une histoire. Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Je fais des choix d'action, des choix de format, des choix qui répondent à une intention et donc à une stratégie. Et c'est comme ça aussi qu'il y aura un lendemain intéressant. Ok. Merci Christine. Alors ouais, j'aimerais bien rebondir sur ça. Okay. En tout cas, je partage complètement l'analyse de Christine. Et je pense qu'en tout cas, pour moi, l'enjeu de cette semaine, c'est surtout de faire un pas de côté. Parce que moi, ce que je constate chez les patientes que j'accompagne, c'est qu'elles sont quasiment toutes en majorité portées par une anxiété de performance. Comme s'il fallait toujours être en action, en mouvement. Et jamais, du coup, elles se permettre une pause, un temps d'arrêt, d'analyse, de faire un bilan humble sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais je pense, en tout cas pour moi, que cette semaine, c'est l'opportunité, notamment pour les équipes RH, de se décharger déjà de tout ce poids qu'on a associé un petit peu à ces injonctions de développement personnel, de bien-être ou de bonheur des collaborateurs. Parce que ce que je constate, c'est qu'en plus de leur travail, en plus de leur bien-être, elles devaient aussi prendre en charge des enjeux psychologiques de leurs collaborateurs. Et ça faisait trop. Donc pour moi, déjà, c'est vraiment l'intention, encore une fois, de se décharger, l'intention de revenir sur ce climat psychologique favorable au débat. Et ensuite, oui, on peut s'intéresser au format, mais en soulignant le fait que le dialogue n'est pas un objectif à atteindre, c'est surtout un vecteur, ça doit être une composante structurelle, quelque chose qui fait partie de notre routine et qu'on a besoin de co-construire. Mais déjà, en parlant de co-construction, on pourrait pourquoi pas faire une enquête déjà pour faire émerger le format chez les collaborateurs, que ce soit une décision commune. En tout cas, moi, je vois 3 types de formats. En effet, on a le format de l'anonymat, quand le climat est rompu et quand il y a une trop grande peur et méfiance vis-à-vis des collaborateurs. On a les formats libres, où la parole, elle est libérée et détachée d'un objectif de performance. C'est juste, voilà, le plaisir d'écouter, de comprendre, d'exprimer, de prendre sa place et de porter sa voix. Et on a aussi le type de dialogue structuré. Donc, comme le disait Christine, les démarches de co-développement où on vise quelque chose de commun. Et en tout cas, une petite idée qui pourrait faire sens pour certaines, pour cette semaine, c'est pourquoi pas faire un atelier croisé. C'est quelque chose qui fonctionne bien, donc avec différentes parties prenantes, les collaborateurs, managers, RH, et déjà, voilà, de se saisir de cette opportunité pour créer du lien, se refocaliser sur l'essentiel. À partir de maintenant, voilà, on va s'intéresser au travail, à la qualité du travail en lui-même. Et ça pourrait se faire avec un intervenant extérieur qui pourrait notamment faire ce qu'on appelle l'analyse de pratique, de l'analyse des situations du travail, pour voir un petit peu quelles sont les tensions, les résistances, les freins, quels sont les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir de manière implicite, qu'est-ce qui nous empêche de dialoguer. Enfin voilà, ça c'est une idée de format, un atelier croisé où chacun à différents niveaux pourrait se rejoindre sur un consensus. Ok, très belle idée. Il y a Laetitia B qui nous dit de manière ludique avec un intervenant extérieur. Donc, et ce qui est important, parce que du coup, ça va être l'essence même de notre débat suivant, c'est effectivement de pouvoir trouver des formats qui correspondent totalement, en tout cas, à la culture de votre entreprise. Donc, ça peut être, comme on l'a évoqué, des ateliers courts, des jeux de rôle, quelque chose d'un peu plus théorique. Mais le plus important, ça va être de pouvoir s'inspirer de toutes ces paroles pour agir. Parce que s'il n'y a pas d'action, on peut effectivement malheureusement tomber dans quelque chose où le collaborateur se désengage s'il parle et qu'il n'y a pas d'action dans le futur. Donc là, ça va être l'essence de notre prochain débat, transformer la parole en action. Parce que trop souvent, et certainement, vous avez peut-être déjà entendu par le passé, effectivement, que les salariés peuvent se dire on a recueilli plein de feedback, mais derrière, il ne se passe rien. Donc moi, j'ai déjà évoqué ce problème, mais il n'y a pas eu d'action. Et c'est là que les démarches échouent. L'écoute sans action crée de la frustration et crée du désengagement. Aujourd'hui, en tout cas, chez Positive You, pour nous, chaque retour doit déboucher
sur une prise de décision visible, même petite. Je pense qu'une petite action, une micro-action concrète aura beaucoup plus d'impact qu'un plan d'action théorique sans mise en œuvre. Excusez-moi. Donc la question que je vous pose à vous aujourd'hui, les experts, c'est comment on structure ce passage à l'action et surtout comment on peut embarquer les RH, les managers dans cette logique. Ouais. Alors déjà, j'aime beaucoup le commentaire autoriser l'alcool en entreprise. Oui, c'est Cédric. Et du coup, aussi, je vais rebondir sur ce que Marie a partagé sur le fait que parfois, c'est difficile de mobiliser les collaborateurs et qu'il faut une espèce de carotte pour les engager. Et en effet, généralement, ce qui manque et ce qui a besoin d'être mis en place pour transformer la parole recueillie en action, c'est déjà en effet d'être d'accord sur l'intention, sur le fait que ça ait du sens, que ce soit ancré dans le réel, dans la réalité des collaborateurs. Et comme tu disais, Fidèle, qu'on ait la certitude ou cette confiance, en tout cas, que ce qu'on va dire sera pris en compte et qu'il y aura des effets, même si c'est très humble et très, très, très petit, quoi. En tout cas, moi, comme méthodologie, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est pourquoi pas, en effet, déjà avoir un groupe de pilotage avec les différents acteurs, encore une fois, les dirigeants, RH, managers, des collaborateurs, des personnes extérieures, des volontaires, bref, ce qui serait plus pertinent. Après, il n'y a pas de recette miracle, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, pour moi, la première étape, ça passe déjà par un espèce de conflit constructif, un espèce de débat qui nous permettrait d'arriver à un consensus sur la réalité du travail. Encore une fois, notre focus, c'est le travail en lui-même. Donc, pourquoi pas faire une cartographie, un cas croisé, où on pourrait constater des faits. Donc, le décalage entre le travail prescrit et le travail réel. Quelles sont les stratégies de compensation que les collaborateurs sont obligés de mettre en place? Quels sont les détournements, les pratiques compensatoires donc pour éviter l'hémorragie? Bref, voir tout ce qui coince quoi, le travail au quotidien. Deuxième point, ce serait de quantifier les impacts, de voir en termes d'absentéisme, de turnover, de la maladie, etc. Ce que Positive You fait dans ses audits. Voir aussi confronter quel est le coût, par exemple, d'un renfort, donc d'engager quelqu'un pour soulager, par exemple, la charge de travail, et mettre en parallèle le coût d'un arrêt maladie. Voilà des faits quantitatifs. Pour ensuite clarifier les objectifs. Et des objectifs pour chacun, pour justement que chacun voit sa part de responsabilité. Quelle est la responsabilité des dirigeants dans les problématiques concrètes de l'organisation? Pareil pour les managers, les collaborateurs, etc. Et à partir de là, je pense qu'on peut dresser un plan d'action à court, moyen, long terme et de manière très réaliste et ancrée dans le quotidien. Et je pense aussi, j'ai envie de rajouter un dernier mot-clé, c'est l'alliance aussi. C'est vraiment utiliser la force du collectif. On s'est trop longtemps là centré sur l'individuel, comme si on voulait transformer l'entreprise par une transformation individuelle. Là, c'est vraiment transformer le collectif par le collectif. Voilà. Merci, Julie. Ok. Il y a une approche, je vais dire minimaliste, qui serait de se saisir de la semaine de la QVCT pour proposer des actions hors sol, déconnectées d'une intention, d'une stratégie, d'une politique plus globale QVCT, et qui, en plus, chercherait à faire plaisir aux collaborateurs. Et on a déjà vu ce genre de billet s'inviter dans l'approche formation. On a parfois instrumentalisé la formation dans l'idée de faire plaisir à des salariés, au lieu de proposer des plans d'action qui visent un plan de développement des compétences, ce pourquoi est fait la formation. L'idée, c'est la même chose là dans le cadre de la semaine de la QVCT. C'est pas tant de faire plaisir à nos collaborateurs ou à nos salariés. Le plaisir est éphémère. Ayons l'ambition que cette semaine de la QVCT soit une étape dans un plan d'action beaucoup plus ambitieux
et un plan qui cherche à avoir du sens et qui cherche à avoir aussi un impact. Parce qu'une action ou quelques actions que vous mettez en place pendant la semaine de la qualité de vie au travail et qui peut faire plaisir parce qu'on a ouvert des espaces de parole, les gens ont fait la démarche de prendre sur leur agenda déjà bondé de venir s'exprimer et effet soufflé au fromage, il ne se passe rien. Donc même si c'est plaisant, même si ça fait du bien de parler de ce qui se passe, de parler de son vécu au travail, même si, attention à l'effet contre-productif, en l'absence de suite et de lendemain constructif à des actions qu'on peut avoir choisies pendant la semaine de la QVCT. Je voudrais aussi rajouter d'être dans l'idée, c'est un petit peu ce que je viens de dire, d'éviter un peu l'approche consumériste. On a des catalogues et c'est OK qu'on ait des catalogues parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a pléthore de thématiques, pléthore de méthodologies, pléthore de formats. Ce qui n'est pas OK pour moi, c'est la dynamique catalogue. C'est-à-dire que quand on choisit ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, puis on se dit, bon, ça répond un peu à la demande des uns et des autres, mais qu'on ne l'inscrit pas dans une politique QVCT ou dans un plan annuel ou pluriannuel pour certaines entreprises. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Julie. Non, je voulais juste rajouter, en effet, c'est quelque chose qui doit s'infuser dans la culture organisationnelle. Avoir une posture orientée travail, contenu du travail, c'est quelque chose qui doit se diffuser aussi dans les relations professionnelles en termes d'assertivité, de favoriser la congruence, savoir qu'il y a une congruence entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et surtout, en effet, j'aimerais rajouter aussi un mot-clé, c'est celle de la coopération. Parce que si, en effet, il y a une très bonne volonté, mais que du coup, il y a aussi trop de résistance de la part de la direction, c'est aussi compliqué. Donc, il faut qu'il y ait en effet une volonté de coopération, de collaboration de toutes parts, quoi. Ok. Merci. Par rapport à quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire sur le débat d'avant, je t'en prie. Parfois, on peut se prendre un petit peu la tête sur le fait de faire de l'innovant. Si on parlait un petit peu, Fidèle, tout à l'heure, sur le format ou les thématiques, de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait, de faire un format qui n'a pas encore été fait, de faire une thématique qui n'a pas encore été explorée. Je voulais juste dire que malheureusement, les problématiques d'entreprise ne se renouvellent pas à cette rapidité-là. Donc, parfois, ce n'est pas nécessairement en allant chercher un nouveau format ou une nouvelle thématique qu'on colle au plus près de ce qu'on a besoin d'évoquer. Ok, ok, merci. Je vais souligner effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a quelques instants, Julie, la résistance de la part de la direction. Donc, comment on peut être totalement aligné avec la direction, parce que je pense que certains de nos RH ou certains de managers ont déjà été confrontés à l'envie et à l'idée de mettre en place des actions de QVCT, de mettre en place la semaine de la QVCT. Donc, comment aujourd'hui effectivement on peut on peut trouver un argument pour être totalement aligné avec la direction. On va vous donner effectivement peut-être quelques idées sur l'importance de mesurer l'impact d'une semaine QVCT ou d'une action mise en place pour favoriser le bien-être de ses collaborateurs. Et il y a pas mal d'indicateurs comme le taux de participation, la satisfaction à chaud. Tout à l'heure, on a évoqué aussi le taux d'absentéisme, le taux de turnover, les retours managers, les verbatims, les signaux faibles. Et justement, tous ces reportings, c'est pas seulement qu'un reporting, c'est des arguments que vous pouvez utiliser justement pour défendre un budget QVCT en comité de direction. Donc, j'ai un petit peu répondu effectivement de moi-même, mais est-ce que Julie ou Christine, vous avez d'autres pratiques de mesures que vous pouvez recommander à nos managers RH ou préventeurs aujourd'hui? Alors, moi, je me propose plutôt de jouer le poil à gratter. On parle beaucoup de mesurer l'impact, on parle beaucoup de ROI,
On parle, voilà. Oui. Alors, ça dépend de quoi on parle finalement. Donc, effectivement, Fidèle, tu as donné plein d'exemples et il y en a plein qui sont déjà écrits sur la slide. Mais qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on est dans l'idée voilà, de recenser là, tous ces éléments sur taux de participation, taux d'interaction dans le chat, taux de réponse au questionnaire à chaud, taux de réponse au questionnaire à froid? Enfin, on peut aller chercher de la mesure. Bon, la première problématique, c'est l'interprétation de la mesure. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que on s'attend à avoir un impact à l'échelle d'une semaine de la QVCT dans des entreprises où parfois on fait une action de 2 heures, 3 actions d'1 heure. Bon, c'est une semaine dans 52 semaines. Donc, j'ai envie de dire, bon, c'est OK de faire de la mesure. C'est vrai que c'est important pour avoir une lisibilité, un niveau de lisibilité. Mais qu'en même temps, je vais me permettre de citer un DRH qui a utilisé cette formule, et vous allez voir que, bon, elle est facile à retenir, sur l'idée qu'il ne s'agirait pas d'avoir plus de thermomètre que du trou du cul. Donc, j'ai trouvé la formule triviale, mais très parlante sur ce qu'elle voulait dire. Et donc, oui, mesurons l'impact, mais attention aussi, attention à pas être décalé sur cette approche-là. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire sur l'idée d'évaluer l'impact, c'est d'avoir l'ambition d'un impact QVCT sur la performance même de l'entreprise. Et donc, bon, là, il y a effectivement taux de satisfaction, taux de fréquentation, évolution du verbatim, mais on est vraiment, enfin, en tout cas pour ma part, hein, dans ma posture, tant qu'on laissera la question de la QVCT dans un espèce d'élan humaniste, on ne donnera pas toute l'ampleur que peut avoir la QVCT, qui peut être aussi un levier de performance individuelle et collective. On a tous envie d'être impactants et d'être efficaces et de faire des choses qui ont du sens. Maintenant, en une semaine, on fait ce qu'on peut. Par contre, évaluer un plan, alors on peut l'évaluer quand même cette semaine, enfin, je ne sais pas si c'est évalué, mais avoir des quantums de suivi, une semaine de QVCT, et puis là, évaluer de façon un peu plus globale l'impact d'un plan d'action QVCT sur la performance collective et voir ce que ça donne sur nos indicateurs, entre autres RH. Est-ce que ça fait évoluer mon turnover? Est-ce que ça fait évoluer mon absentéisme? Est-ce que ça fait évoluer, dans le bon sens, mon taux accident du travail, mon taux AT? Est-ce que, voilà. Et peut-être qu'on pourrait avoir l'ambition aussi d'aller jusqu'à cette étude d'impact-là. Ok. J'ai fini de ma poêle à gratter. Merci. Merci, Christine. Ouais, encore une fois, je partage l'analyse de Christine et ses propositions. Moi, j'ai envie de souligner aussi d'éviter le piège, encore une fois, de mesurer l'impact par la psychologisation des individus, mais bien mesurer l'impact sur la qualité du travail en lui-même. Et ça, c'est une démarche humble et qui va se faire du coup sur la durée. Et j'aimerais rajouter, pourquoi pas, aussi une petite action qui ne coûte rien et qui est facile à mettre en place et que je viens de me rappeler. C'est une expérience, encore une fois, à petite échelle, où par exemple, ce serait de mobiliser des managers et des collaborateurs une fois par semaine pendant 15-20 minutes, pendant 6 semaines, par exemple, là je dis ça au hasard, et autour de 3 questions simples. Qu'est-ce qui m'a aidé à faire mon travail cette semaine? Qu'est-ce qui m'a empêché de faire le travail comme je l'aurais souhaité cette semaine? Et quelle petite amélioration concrète je peux proposer pour que le réel avance dans le bon sens? Et là, comme tu le disais aussi, Fidèle, il faut qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait un effet, il faut que ce soit pris en compte et que ça se voit, que ce soit palpable. Et je pense qu'à partir de là, on pourra commencer à mesurer l'impact sur des indicateurs de manière plus perspicace, plus pertinente, sur la reconnaissance. Ok, donc si j'ai bien compris, tu parles de mettre en place une sorte de comité entre les managers, ou ce qu'on a évoqué tout à l'heure au premier débat, un groupe de parole entre managers pour tout simplement discuter des irritants de la semaine ou du mois et de pouvoir trouver des solutions pour avancer. Par exemple, là, je l'avoue, je l'ai formalisé plutôt sous forme de rituel autour de 3 questions simples pour dégager des choses simples, réalistes. D'accord. Et ça, c'est un format encore dont on n'a pas parlé. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai rebondi sur le débat numéro 1. De proposer de l'auto-questionnaire pour inviter les gens à l'introspection,
Sur la base, par exemple, hein, des questions qu'a parlé Julie, ce sont des formats qu'on utilise peu. Et après, l'idée, c'est aussi de pouvoir imaginer une suite. À partir du moment où éventuellement une suite en recensant de façon peut-être confidentielle ou anonyme des tendances, ça devient une source d'inspiration extraordinaire pour pouvoir travailler sur la question de la QVCT ou des RPS. Ok, parfait. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions en chat, on y répondra dans quelques instants. Je vois que Marie-R a posé une question très, très pertinente, on va y répondre. Et de répondre également au sondage. Donc là, on va passer, c'est pas un débat, mais c'est tout simplement une méthode claire que vous pouvez adapter facilement à votre organisation. C'est un plan que nous utilisons excusez-moi, régulièrement chez nos clients sur ce genre d'événements, semaine de la QVCT ou autre action. Il commence par l'écoute des irritants. Donc, c'est l'étape numéro 1. Comment effectivement vous pouvez détecter ces irritants. Donc, ça va être des enquêtes anonymes, des feedbacks, le retour des managers. Et puis après, effectivement, il y a, excusez-moi, le choix des bons formats. Comment effectivement on peut choisir les formats. Donc, ça va être les mêmes thématiques qu'on a effectuées, qu'on a énoncé au début. Et puis après, ce qui est important, c'est d'avoir une communication progressive dès le début des étapes. Donc de pouvoir communiquer avec toutes les parties prenantes, donc les collaborateurs, entre managers, avec effectivement l'équipe RH, avec les dirigeants, d'avoir un alignement total. Et bien sûr, notre équipe peut vous accompagner sur toute la partie du dispositif, que ce soit en audit, que ce soit animation ou soutien à la communication. Je vais vous, tout de suite parler de Positive View. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit, Christine ou Julie, ou... Le dernier petit tableau était une synthèse un petit peu de tout ce qu'on a évoqué ensemble dans les dernières minutes. Et puis après ta proposition, Fidèle, ta présentation, on prendra quelques questions. Ok, parfait. Je vais vous présenter Positive View, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et donc pour vous expliquer comment on intervient, comment on intervient en entreprise et comment on arrive à accompagner en tout cas les collaborateurs et à améliorer le bien-être des collaborateurs. Positive View, c'est une solution unique, digitalisée, spécialisée dans la santé mentale et dans le développement des compétences. On travaille avec une multitude de psychologues, dont Christine et Julie. Et notre mission, c'est simple, c'est de vous accompagner à améliorer le bien-être de vos collaborateurs avec des outils bien concrets. Nos outils, vous pouvez les retrouver ici. Ça va être en premier lieu le soutien psychologique. Il va y avoir les ateliers. Donc, c'est une façon de sensibiliser vos collaborateurs de manière collective. Si vous souhaitez les sensibiliser sur un événement comme le burn-out, comme la quête de sens au travail, l'harcèlement ou autres thématiques. Donc, ça va être fait de façon collective, sous forme d'ateliers, en petits groupes ou de façon un petit peu plus théorique, comme lors des conférences. De manière individuelle, on sera plus sur du psycho-coaching. Donc, c'est vraiment pour faire monter en compétence un collaborateur de façon individuelle. Et on a aussi les audits. Donc, je pense que peut-être que vous l'avez déjà réalisé dans l'exercice de vos fonctions. C'est un outil qui va permettre tout simplement d'identifier vos enjeux prioritaires. Et vous pourrez bénéficier d'un plan d'action. Et on a ce qu'on appelle le comité QVCT RPS. On l'a évoqué tout à l'heure avec Julie. Ça va être des réunions qui vont être pilotées par nos psychologues et qui auront pour but de vous réunir et tout simplement de vous questionner sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur la partie RH, sur la partie QVCT, sur la partie santé mentale. Aujourd'hui, on a des difficultés sur telle thématique. Comment on peut faire effectivement pour s'en sortir? On a observé qu'il y avait une perte de motivation. On a observé que les horaires étaient un petit peu trop chargés. Voilà, c'est se réunir sur tous les irritants et de trouver en tout cas des solutions. On va passer tout de suite
aux questions. Alors, on a une question de Marie. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est lié à un souci de dialogue, mais au sein de mon entreprise, nous avons du mal à mobiliser les collaborateurs sur ce genre de sujet. Si on ne leur propose pas la carotte, ils ne s'impliquent pas. Comment faire pour fédérer les collaborateurs sur des sujets QVCT? Alors, Ouais. Christine, je t'en prie, je te laisse la parole. Une des possibilités, c'est de co-construire la semaine de la QVCT. Julie en parlait tout à l'heure, et c'est aussi un élément qui peut participer de la sécurité psychologique, c'est de co-construire, de co-décider. Donc, si on a la possibilité, et bon, il faut avoir les outils pour et un contexte peut-être qui soit favorable, mais le fait de co-construire l'intention de la semaine de la QVCT et de co-choisir les thématiques ou les outils ou les formats qu'on pourra proposer pendant la semaine de la qualité de vie au travail, ça peut être une des façons de faciliter l'adhésion et l'engagement des collaborateurs. Et après, vous savez, un non-engagement, c'est déjà un symbole, c'est déjà un signe, c'est déjà de l'information. C'est vrai que c'est difficile quand on a un agenda un petit peu saturé de pouvoir dégager du temps pour pouvoir participer à un atelier, quelle qu'en soit la thématique, déjà petit 1, et petit 2, sans avoir identifié quelle est la plus-value de ma participation sur le long terme. C'est ça que tout à l'heure, on parlait d'intention. On parlait d'instrumentaliser une action. Une action, c'est 1 heure. Une action, c'est 2 heures. Une action, c'est 3 heures, une demi-journée, éventuellement, pour ceux qui ont des budgets ad hoc, de faire des actions sur une journée ou plusieurs journées. Mais bon, encore faut-il pouvoir le placer dans un agenda. Et puis, la deuxième chose, c'est comment, effectivement, générer de l'engagement et de la participation, en clarifiant aussi tous les bénéfices. Vous savez, c'est toujours la balance avantage-risque. Là, c'est coûtant et bénéfice sur le long terme qu'on va réussir à générer de la participation. Ok. Merci en tout cas, Christine, d'avoir répondu à Marie. Est-ce que Julie, tu veux apporter une réponse? Juste une petite chose. En effet, comme le disait Christine, ça, c'est déjà symptomatique de quelque chose. Si les collaborateurs sont en train de fonctionner sous un format de sanction-récompense, quelque part, c'est que peut-être, en effet, il faut s'attarder déjà sur l'histoire de l'entreprise, sur la culture organisationnelle qui est en train de se développer, et peut-être déjà faire un travail de fond pour peut-être casser un petit peu cette dynamique individualiste qui cherche à éviter une sanction ou du coup à s'engager s'il y a une récompense. Et aussi, ce que je constate chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles ont perdu foi et confiance en le collectif. Elles ont perdu foi et confiance en leurs dirigeants. Et je pense que c'est vraiment ce travail-là. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle parce que c'est une question complexe et ça demande du coup d'expérimenter, de tester, de voir ce qui fonctionne ou pas. Et donc, c'est une démarche, encore une fois, humble et sur la durée. Mais pour moi, le mot-clé, le mot magique, c'est le collectif. Je vais peut-être rajouter quelque chose pour donner un exemple d'un système avec lequel je n'avais pas été à l'aise, d'une entreprise qui avait donné des espèces de... Moi, j'ai appelé ça des bons points. Voilà, il y avait des petits lotus, voilà. Et puis, ils avaient proposé plein d'actions pendant la semaine de la qualité de vie au travail. Et puis, si on participait à une action, on avait un lotus. Si on partageait à 3 actions, on avait 3 lotus. Et si on avait plus de 10 lotus à la fin de la semaine, eh ben, on avait un petit cadeau. J'étais pas très à l'aise avec ça, en fait. L'idée, c'est déjà d'aller chercher beaucoup plus que le petit cadeau et beaucoup plus que de la collection de lotus et de me dire, si j'y vais, il y a ce que je vais pouvoir gagner, les bénéfices que je vais pouvoir expérimenter dans l'instant, donc dans l'instantané, le temps d'échange, les feedbacks pendant l'échange, enfin ce qui peut se passer pendant l'action pendant la semaine de la QVCT, et puis de me dire que bien au-delà de ça, je suis contributif d'un futur désirable me concernant individuellement et collectivement pour mon entreprise.
Ok, merci. J'espère qu'on a répondu à votre question, Marie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et n'hésitez pas à aller sur notre page dédiée à la semaine de la QVCT. Donc, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Je crois que non. C'était la seule question. Donc, du coup, le webinaire sera disponible en replay. Je vous remercie, je remercie nos expertes, je remercie Julie et Christine pour ce temps d'échange qui était agréable. J'espère qu'on a pu, en tout cas, vous donner quelques clés pour, euh, pour réussir et pour mettre en place la semaine de la QVCT et mettre en place des actions aussi après la semaine de la QVCT. Et en tout cas, je vous remercie. Et, merci Julie, merci Christine. Merci à vous et merci à merci. tous. Au revoir. Bonne semaine de la QVCT 2025 à tous. Merci, au revoir. Bonne semaine de la QVCT. Au revoir.